Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environex. Alors que les tensions renaissent entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, je reçois Damien Chevin, économiste, PhD, professeur associé et président d'Apex Machina. Nous parlons de son étude sur l'offre de travail des médecins spécialistes au Québec qui apporte un éclairage différent sur les enjeux d'accès aux soins. Plus de spécialistes, mais toujours autant de difficultés d'accès. Comment expliquer ce paradoxe? Nous abordons aussi la transformation du travail médical, la complexité croissante des patients et les limites du système. Une discussion essentielle pour mieux comprendre ce qui se passe réellement derrière les chiffres. Par ailleurs, pour les auditeurs de la grande région de Québec, je vous donne toujours rendez-vous le 18 avril 2026 à Wendake pour la deuxième édition du marathon de hockey droit au but au profit du Pignon Bleu. À bientôt. Damien, bon après-midi. Bon après-midi, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Et c'est gentil d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots pour discuter de ton étude qui s'appelle L'offre de travail médical spécialisé au Québec, tendance, contraintes et efficacité des politiques tarifaires 1996-2023. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça couvre essentiellement le début de ma carrière. Donc, j'ai commencé en 97. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans cette étude que je ressentais intuitivement. Donc, c'est ce que je trouve très intéressant là, sur la charge de travail. On va en parler au cours de la prochaine heure. Donc, mais bref, je te remercie énormément. C'est vraiment de prendre le temps. Merci de m'avoir invité. Puis, commençons par le début. D'abord, Apex Machina ou Apex Machina, qu'est-ce que c'est? Puis, ton background, tu es doctorat, PhD en économie. C'est ça. Moi, je suis économiste, je suis pas médecin. Donc moi j'interprète un peu l'histoire avec des données plus qu'avec du vécu. Je n'ai pas le vécu des médecins, mais je connais quand même assez bien les médecins, le contexte. Je travaille avec des médecins dans le cadre de mon travail d'Apex Machina, qui est un cabinet économique et aussi qui crée des outils décisionnels, donc des plateformes web et qui utilise beaucoup les données et qui cherche à rendre un peu plus transparents les arbitrages. Okay. Donc les arbitrages économiques, mais bon, d'autres types, décisionnels. Donc, on a à la fois des statisticiens, des économistes et des informaticiens dans la firme. C'est une petite firme. D'accord. On répond à des mandats et on fait de la recherche. Donc, c'est un peu la frontière entre l'académique et l'institutionnel. OK, donc c'est comme recherche appliquée en quelque sorte. Parfois un terme qu'on voit en médecine, disons. C'est ça. J'enseigne pas à l'université. Alors, on m'a dit, si tu n'enseignes pas, tu peux pas faire de la recherche. En fait, j'arrive à continuer à faire de la recherche tout en ayant des mandats de consultation. Donc, je fais de la recherche appliquée, effectivement. Un peu ce que font les ingénieurs, finalement. D'accord. Donc, des études appliquées.
dans n'importe quel domaine, si je comprends bien. Alors, la santé, c'est ce qui nous intéresse, et également le développement économique, donc notamment les questions de protection sociale dans les pays en développement, et aussi la vulnérabilité, la pauvreté, etc. Donc, on construit des indicateurs, on fait des recommandations sur le ciblage de l'aide sociale, on aide à collecter des données, notamment des registres sociaux, et on crée ces plateformes, ces interfaces qui aident à la décision, qui aident à la collecte. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu plus large que la santé. Mais la santé, c'est parce que je vis au Québec et j'ai constaté que la question du système de santé est une question importante. Puis je suis tombé il y a quelques années sur des données très riches qui sont les données administratives de santé. Donc ça fait un certain temps aussi que je travaille sur ces données administratives de santé. Et le travail de recherche appliquée que j'ai fait, en l'occurrence dans le cadre de cette étude, en fait, ça vient d'un programme de recherche sur ces données-là. OK. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, outre-mer, disons, en France, actuellement, il y a pas mal aussi de conflits là, au niveau de la profession médicale avec les médecins de classe 3, la rémunération. Là, j'ai fait des balados avec des médecins français, puis ça a l'air... j'ai entendu ça et c'est marrant parce qu'il y avait le même narratif un peu dans le mouvement social des médecins. Ça faisait écho à ce qui s'était passé au Québec. Alors c'est vrai qu'on a eu pour moi c'est très intéressant en fait. Et puis en fait c'est aussi un sujet de recherche très pointu. Moi je m'intéresse aux questions de rémunération des médecins, donc c'est assez pointu et ça fait quand même quelques années qu'on travaille là-dessus avec d'autres chercheurs, notamment à l'Université Laval, des chercheurs au département d'économie. Et donc, on allait chercher ces bases de données. Moi, j'ai pensé que c'était très intéressant d'avoir ces bases de données, notamment pour répondre à ces questions-là, mais aussi des questions sur la performance des soins. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, ces questions très précises, elles débouchent sur des mouvements sociaux au niveau du Québec. Et en France, je dirais pas que ça va jusque-là. Je pense pas qu'on a une couverture médiatique pour les médecins qui est aussi large que pour les médecins au Québec. Et ça s'explique, en fait. C'est que sans doute le système de santé en France fonctionne différemment. Mm-hmm. Il respire un peu plus, je pense. On a plus facilement accès aux soins. Et les médecins, en fait, sont pas représentés de la même manière qu'au Québec. Donc, il y a peut-être des différences importantes qui font que les débats et justement la couverture médiatique est un peu différente. Disons que ça a l'air quand même assez désagréable pour certains là, qui sont en pratique privée. L'équivalent peut-être des médecins qui seraient désaffiliés ici au Québec. Là, donc, mais ce n'est pas le but de notre discussion, donc c'est plutôt pour discuter de ton étude. En toute transparence, Damien, d'abord, cette étude, qui t'a confié le mandat d'effectuer cette étude sur les médecins spécialistes? D'où vient l'idée? Là, puis, Alors, c'est suite à une première étude sur les médecins omnipraticiens qui est sortie en octobre, juste après la loi 2. En fait, c'était le 29 octobre, je pense. Et qui était commandatée par la fondation Claude Brunet, en fait, qui est une fondation plus orientée patient, et la FMOQ. D'ailleurs, le ministère avait été invité pour cofinancer l'étude. Il n'a pas répondu. Et suite à cette étude qui était assez conséquente quand même, j'ai mis quand même pas mal de temps, la Fédération des médecins spécialistes m'a demandé en fait de compléter. C'est-à-dire de regarder les données. Donc, ils m'ont donné accès à leurs données de facturation depuis 2005. Et ils m'ont dit, fais un panorama complémentaire avec les données sur les spécialistes. Alors, il se trouve que je connais assez bien la fédération. J'ai déjà travaillé avec eux sur des questions tarifaires. Donc, on met en place des modèles quand même économiques. Et donc, c'était une facilité aussi parce que pour rentrer dans ces données qui sont très complexes, il faut quand même comprendre les ententes, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, ça a été possible de faire une étude assez rapide pour qu'elle puisse sortir en décembre et informer le débat, en fait. Moi, je l'ai fait en toute indépendance dans le sens où je ne me suis pas restreint sur mon message. Les données sont disponibles si on va les chercher à l'ISQ ou au ministère ou via les institutions qui ont accès à ces données. Et donc, c'est falsifiable d'une certaine manière. Je ne dis pas que tout ce que je dis dans ce rapport est la vérité, mais d'une certaine manière, elle vient compléter un petit peu ce qui a été dit dans le débat au Québec.
Donc, c'était intéressant de la sortir. La portion des données qui viendrait du ministère ou de, disons, la Régie de l'assurance maladie du Québec, est-ce que c'est difficile à obtenir ou pour un chercheur comme toi, tu connais l'accès, on rentre direct, disons, dans la voûte? Pour avoir les données de facturation complètes, il faut travailler avec les fédérations ou travailler avec le ministère. C'est eux qui vont donner accès à ces données complètes. Mm-hmm. Si on veut des échantillons, et moi j'ai constitué un échantillon avec des collègues qui prend toutes ces données de facturation et qui les apparie avec les données médicaux, donc d'hospitalisation, ce qui permet d'avoir des belles trajectoires de patients sur en fait depuis 96, donc ça fait depuis 30 ans presque. Ça, il faut faire des demandes auprès de l'ISQ. Donc, c'est des programmes de recherche. Comme j'ai un programme de recherche qui couvre l'utilisation de ces données, notamment dans le cadre de la rémunération médicale et de la performance du système de santé, j'ai pu aussi utiliser ces données. Je les ai utilisées dans d'autres études, des études qui ont été publiées, d'autres qui vont être publiées. Ça met très longtemps pour avoir accès à ces données. Okay. Je veux dire, ça fait 10 ans et sur 10 ans, je veux dire, on a passé la moitié du temps à essayer de les avoir. Okay. Parce qu'en fait, à un moment, on les a, puis après, elles deviennent un peu obsolètes, donc on veut plus de données. Okay. Mais il y a quelque chose qui a changé grâce au gouvernement actuel, c'est que maintenant, c'est l'ISQ qui gère les données et il semblerait que ce soit un peu plus rapide. Ce n'est pas le cas pour moi parce que j'étais un peu comme le premier à faire les frais okay. Auprès de l'ISQ, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils commencent vraiment à avoir une compétence sur ces données-là, parce que c'est des données très complexes. Donc peut-être que c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Moi, les données que j'ai en ce moment, j'ai mis 3-4 ans avant de les avoir. Quand même. L'ISQ étant l'Institut en santé du Québec. De statistique. De statistique du Québec. Voilà. D'accord. C'est l'Institut statistique maintenant qui gère toutes ces bases de données administratives. Okay. Dis-moi, pour casser le moule, disons, si on commençait par la fin, disons, pour mettre la table, là, les grands constats, disons, qui ressortent de ton étude, si tu nous les résumais. Alors, le premier constat, c'est qu'on met des ressources, par exemple, on augmente le nombre de médecins et on n'a pas accès forcément proportionnellement à autant de services. Et puis ça, c'est un constat un peu général. On a l'air de ne pas en avoir pour notre argent. Moi, j'aime pas du tout cette phrase-là. Je trouve qu'elle est idéologiquement très... Mais d'une certaine manière, c'est vrai que quand on regarde l'augmentation du nombre de médecins versus l'augmentation de l'accès aux soins, en fait, et moi je le mesure d'une certaine manière, je regarde les contacts par médecin, le nombre de contacts patients par médecin. Le nombre de contacts patients par médecin a tendance à diminuer, il réaugmente un petit peu, mais très légèrement à partir des années 2010. Et le nombre et donc les ressources qui sont mises en œuvre augmentent. Donc ça veut dire quoi? C'est que globalement l'accès diminue parce que finalement le nombre de contacts par médecin diminue plus que le nombre de médecins, mais ça c'est lié à des contraintes. Et donc moi ce qui m'intéresse, puis moi je suis plus un économiste qui s'intéresse à ces sujets-là, c'est quoi la contrainte? Finalement je suis un économiste de la contrainte. Et donc c'est ça que révèlent les données pour moi, c'est qu'il y a une contrainte qui est que le contact, c'est-à-dire le volume, n'est plus le même, c'est-à-dire qu'il s'est complexifié notamment. Donc comment mesurer la complexité? Donc là, j'ai fait un effort pour essayer d'aller mesurer cette complexité-là avec les données. J'ai des données très riches sur les patients, donc je peux le faire sur une période très longue. Et j'ai constaté que la complexité augmente. Et donc elle augmente plus que l'accès diminue. Donc en fait, je mesure d'une certaine manière l'effort en disant si la complexité, donc la lourdeur des patients augmente plus que le nombre de patients, le nombre de contacts par médecin, ça veut dire que l'effort, en fait, il est constant, voire il augmente chez les médecins. Alors, on peut dire la complexité, c'est pas tout, il y a des aspects techniques, il y a la durée des actes, etc. Mais on va dire que la complexité des patients est corrélée à tout ça, est corrélée à la durée, à la durée et à la complexité même technique des actes. Donc, globalement, je pourrais dire que l'effort, la valeur du service médical a peut-être augmenté et non pas diminué. Et donc, c'est ça qui apparaît dans l'étude. Ce qui pourrait être contre-intuitif
lorsqu'on suit l'actualité un peu, ou, parce qu'on a l'impression que le message dans l'actualité est un peu différent. Le message dans l'actualité, c'est le message un peu standard. C'est, voilà, on n'en a pas pour notre argent. Pourquoi on n'en a pas pour notre argent? Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas assez. Hein, c'est toujours... Donc, il faut trouver un fautif. Et, là, en l'occurrence, on avait trouvé un fautif, c'était les médecins. Et je pense que, d'une certaine manière, on sait que c'est faux intuitivement, mais on veut trouver une explication, et c'est souvent l'explication de savoir qui est le fautif. Donc, est-ce que c'est les patients, est-ce que c'est le médecin, plutôt que est-ce que les arbitrages ont été mauvais? Finalement, on n'a pas mis les capacités au bon endroit. Il y a des effets de substitution, etc. Enfin, en tout cas, des complexités qui sont pas mis au grand jour et qui expliquent pourquoi on n'en a pas, entre guillemets, pour notre argent. Mais au final, c'est pas à cause des acteurs ou même des patients. Eux, ils subissent, quoi, en fait. Et même la population des médecins, on a vu, avec ce mouvement social, subit beaucoup le dysfonctionnement du système de santé. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Je disais que ça couvrait essentiellement toute ma carrière, là, puis que ça répondait un peu à certains sentiments que j'avais. Puis nous, ça se traduit en pratique par exemple, l'étendue de l'âge de nos patients. Là. Donc, moi, quand j'étais résident, je pourrais pas te dire les chiffres exacts, mais j'ai le souvenir que souvent, après 75 ans, disons, on commençait à réfléchir avant de faire des chirurgies trop extensives ou... Un autre exemple vraiment classique, c'est l'anévrisme de l'aorte rompue. Donc, là, la rupture de l'aorte abdominale. Les patients de plus de 80 ans, quand j'étais résident, ne montaient pas au bloc opératoire. Les patients restaient à l'urgence. Donc, aujourd'hui, en 2026, je pourrais dire que la contrainte de l'âge est à peu près éliminée. Donc, ça introduit des patients qui sont beaucoup plus compliqués. Là, c'est un peu ce que tu dis. Donc, parce qu'évaluer le patient de 85 ans pour une néoplasie gastrique, c'est pas la même lourdeur. Je sais pas si j'ai une question par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, la complexité, ça apporte un challenge pour le médecin. Est-ce que finalement, le travail n'est pas devenu plus intéressant? En fait, et ça a toujours été intéressant, mais c'est plus l'âge devient une contrainte ou est-ce que c'est plus intéressant, peut-être à certains égards plus valorisant aussi? Oui, est-ce qu'on réussit à maintenir une certaine qualité de vie chez des patients qui sont relativement âgés? Mais ça demeure, c'était intéressant avant, puis ça l'est encore. Oui. Et même à pathologie identique, les épisodes de soins se compliquent. Là. Puis, je ne veux pas te prendre la parole trop longtemps, mais on va prendre l'exemple d'un patient qui a un cancer de l'estomac. Disons, si je recule de 25 ans, le patient se présentait avec un cancer de l'estomac, on faisait un bilan, puis on proposait une chirurgie, on enlevait l'estomac. Puis le patient, si tout allait bien, le patient retournait à la maison 10 jours plus tard, puis il reprenait ses activités, on va dire 2 mois plus tard, globalement. Là, aujourd'hui, le même patient qui vient avec un cancer de l'estomac, il faut d'abord se demander s'il va recevoir une chimiothérapie préopératoire. Donc, on va faire, j'utilise des termes techniques que tu connais, là, on va faire une laparoscopie pour aller voir l'intérieur de l'abdomen, voir s'il y a de la carcinose. Là, ensuite, on va présenter le cas au comité multidisciplinaire d'oncologie. Là, on va discuter du cas. Là, je vais rappeler le patient pour l'informer de la décision du comité. Il pourrait que le comité ait recommandé de faire d'autres examens. Là, le patient va aller en hématologie, il va être pris en charge par l'infirmière pivot en oncologie, on va donner la chimio. Là, je vais revoir le patient, je vais refaire un scan.
Là, je vais céduler la chirurgie. Là, alors ça, c'est le même épisode de soins qui, avant, prenait peut-être 1 à 2 visites préopératoires, va en prendre 3 ou 4. La période préopératoire où ce patient-là va être, disons, sur ma liste de cas actifs, ça va être 3 à 4 mois avant l'opération, 3 à 4 mois après. Donc, l'épisode de soins pour le patient qui a un cancer de l'estomac aujourd'hui, ça va être facilement 6 mois, si tu veux. Donc, ça traduit un peu... cette expérience-là traduit peut-être à certains égards ce que tu dis ou pas tout à fait? Moi, ce que je dis, d'une certaine manière, c'est ce que... c'est plutôt moi qui dois vous poser la question. Est-ce que mon indicateur traduit ce que vous vivez? Je pense que, d'une certaine manière, cet indicateur de complexité que j'ai construit comme ça, avec des données très riches, il doit traduire par une seule dimension, la complexité, parce que finalement, il y a beaucoup de dimensions à la complexité, puis chaque médecin, puis je sais qu'il y a les médecins, c'est très hétérogène aussi, ce qu'ils font, leur pratique. Donc, pour revenir un peu à cet indice, il a été construit en collaboration avec les associations médicales. C'est que chaque association médicale a pu juger pour savoir si les bonnes variables étaient à l'intérieur de l'analyse en composantes principales qui a été faite pour aller déterminer l'indice. Donc, en fait, on va chercher quand même des variables qui sont corrélées entre elles pour expliquer une dimension qui est la complexité. Donc, c'est la méthode qui est utilisée. Mais toutes ces variables-là, d'une certaine manière, si elles sont très corrélées entre elles, finalement, elles se réduisent à une dimension. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines dimensions qu'on oublie dans cet indicateur. Par exemple, la vulnérabilité sociale. Elle n'est pas très corrélée à la vulnérabilité ou la complexité clinique. C'est d'ailleurs un résultat en soi. On pourrait se demander pourquoi. Donc, il y a aussi cette complexité, la complexité sociale qui existe, puis on ne la mesure pas avec mon indicateur. Et elle a peut-être augmenté. C'est aussi une autre dimension de la complexité qui a peut-être augmenté, qui est aussi importante pour l'accès aux soins et que j'oublie en fait dans mon analyse. Donc, ce qui était important dans mon analyse par rapport à la complexité, c'était quand même de montrer que les médecins tiennent compte de cette complexité et finalement priorisent aussi les patients dans un cadre rationné, puisque le système de santé est rationné depuis tout le temps, depuis toujours en fait. C'est un système universel rationné. Et donc, ils tiennent compte des contraintes et donc ils priorisent. Et ils priorisent en particulier ces patients plus complexes, donc plus âgés. Donc, ce qu'on observe, c'est un accès qui augmente pour ces patients complexes et âgés et qui diminue pour tous les autres patients non complexes et plutôt jeunes, c'est-à-dire entre 25 et 60 ans. Et donc, ça crée en fait ce rationnement plus fort sur une population moins complexe, mais au bénéfice de cette population plus complexe. Et donc, c'est un arbitrage qui est fait par le système, mais que les gens les gens vivent, mais à aucun moment le gouvernement dit on fait cet arbitrage. On est conscient que le système est rationné, on n'a pas les moyens pour s'occuper de tout le monde, et on choisit finalement, et c'est peut-être même pas le gouvernement qui choisit, c'est les médecins qui choisissent, de prioriser ces patients plus complexes. Donc on pourrait dire, c'est un arbitrage qu'ils font rationnellement, mais en fait peut-être qu'ils le font soit par des procédures, comme tu expliquais, et c'est sans doute toutes ces procédures-là qui permettent de prioriser les patients complexes, donc des guides médicaux, c'est le collège des médecins peut-être qui dit comment faire, ou alors ça peut être aussi des préférences finalement. D'une certaine manière, moi ma relation avec le patient, d'une certaine manière j'ai appris à prioriser les patients les plus complexes, donc je passe plus de temps avec eux, je les priorise, et donc dans le système ça se voit, mais c'est un triage implicite, c'est une priorisation implicite, elle n'a jamais été dite. Les gens ne sont pas au courant, en gros. Okay, ouais. Et ceux qui gueulent, qui disent on n'a pas accès, c'est ceux qui sont entre 25 et 60 ans, qui voient leur accès diminuer. Pourtant, il y a un arbitrage qui est fait à leurs dépens, qui n'a jamais été dit, parce qu'on rationne, et que le gouvernement rationne, mais sans le dire, clairement. Et donc, le système doit faire cette priorisation. Et voilà, après le débat, c'est ça. À mon avis,
C'est autour de ça. As-tu regardé les données ou extrait les données en fonction de l'âge des cliniciens? À savoir, à complexité égale, est-ce qu'un clinicien plus âgé est, entre guillemets, moins performant? Puis encore là, je me base sur mon expérience personnelle. J'ai l'impression qu'à volume de clinique égal, disons, là, une clinique, je veux dire, moi, dans ma pratique, quand j'ai une clinique de 32, 33 patients dans une journée, je trouve que c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était plus facile. Donc, est-ce que tu t'es attardé à ces données-là? Non, sur les données des médecins spécialistes, j'ai pas vraiment regardé cette dimension-là. OK. Sur les données des médecins omnipraticiens, un peu plus la question de l'âge. J'ai regardé un peu plus l'évolution en fonction de l'âge. En plus, il y a une population de plus en plus féminine donc c'est aussi la génération devient de plus en plus féminine et tout à fait. Donc les plus jeunes sont aussi à majorité plus féminins. Donc on voit des éléments qui sont intéressants pour les omnipraticiens, pour les spécialistes. C'est cet aspect-là. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait. En fait, ce qui apparaissait dans une des études que tu n'as pas encore citées, les études HEC, c'est que l'effet de l'âge n'était pas très important pour évaluer un peu l'évolution de l'offre de travail. Voilà. Bon. Mais parlons-en de l'étude HEC, parce que ça a sorti au printemps, je pense, ou ça venait présenter ou peut-être dire finalement qu'il y avait eu des grosses augmentations de salaire pour les médecins spécialistes qui ne s'étaient pas traduits en une augmentation de l'offre, si je résume. Oui. Donc, ça a été utilisé pour le narratif du gouvernement, finalement. C'était tombé à pic un peu pour... je ne sais pas comment a été élaboré le narratif. Je dirais que moi, je suis un peu en contradiction avec eux parce que je parle de contraintes. Et je dis que non, il n'y a pas d'effet de la tarification. Donc moi, les élasticités sont vraiment très proches de zéro. Elles sont un petit peu négatives pour les spécialistes, mais ce que j'explique, c'est que quand j'utilise d'autres données sur les actes, en fait, et que je tiens compte de l'endogénéité, le fait qu'on peut aussi augmenter les tarifs parce que les volumes diminuent. Et ça impose un problème parce que si tu fais ça, tu peux pas dire que c'est parce que les tarifs ont augmenté que le volume diminue. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc ça, ils ont pas eu le temps de prendre en compte tout ça. Il y avait surtout une limite un peu à cette étude au départ. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le faire. Hein. Je pense qu'ils ont mis 2-3 mois pour faire l'étude. Ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir les données. La preuve, c'est qu'à la fin, ils n'avaient pas toutes les données pour faire l'étude. Donc, ils en ont refait une seconde. Donc, il y a deux études HEC. La première, elle utilisait que la rémunération à l'acte. Et ça pose un problème, notamment pour les spécialistes. Il n'y a pas la rémunération mixte. Or, la rémunération mixte prend une place de plus en plus importante dans la rémunération des médecins spécialistes. En fait, il y a 50% à peu près des médecins qui sont au mixte aujourd'hui. Et si on ne prend pas la rémunération mixte, en fait, ça revient. Et il faut comprendre qu'en fait, chez les spécialistes, certains spécialistes sont parfois à l'acte dans certains établissements, puis parfois au mixte. Donc, on va capter la partie à l'acte, mais pas la partie au mixte. Donc, ça va diminuer un petit peu l'évaluation un peu de l'offre de travail, de l'activité. Donc, c'était d'une certaine manière biaisé du fait qu'on n'avait pas utilisé toutes les données. Donc, on évaluait le nombre de jours par rapport à ces données-là à l'acte, et donc on les sous-estimait d'une certaine manière. Et c'était encore plus important pour les omnipraticiens, parce que là, en prenant juste la rémunération à l'acte, là, ça faisait un nombre de jours travaillés vraiment très, très, très bas. Or, quand on rajoute toute la rémunération, comme j'ai fait dans les rapports, bon, là, on arrive à un nombre de jours travaillés très, très conséquent. Donc, c'est même un nombre de jours travaillés, un nombre de semaines travaillées assez conséquente, et surtout très stable. Dans le temps, oui, c'est ça. Sur 20-25 ans. Ce qui permettait, en fait, de démontrer que la question de la fainéantise, entre guillemets, des médecins, qui, à mon avis, n'existe pas dans la littérature, mais était complètement fausse, en fait. Hein. C'était une idée fausse. C'était le narratif un peu du gouvernement pour provoquer les médecins. Je ne sais pas dans quel sens ils l'utilisaient. Je ne sais même pas s'ils y croyaient. D'une certaine manière, c'était de la provocation pour créer un peu de la communication. Les médias sont tombés dans le panneau. Ça, c'est...
Et ensuite, Tout à fait. voilà, ça a créé tous les problèmes. Parce qu'au Québec, il faut comprendre, moi je suis français, mais au Québec, mais je vis là depuis 20 ans. J'habite pas à Montréal, hein, j'habite à Sherbrooke. Donc je suis vraiment dans le Québec profond. Dire qu'on ne travaille pas... Peut-être que les gens de Sherbrooke n'aimeraient pas t'entendre dire que tu vis dans le Non, Québec profond. Sherbrooke, c'est un bon milieu. Hein. Tout à fait. Non, je connais la région. Voilà, d'une certaine manière, c'est assez représentatif. Oui. Hein. Voilà, Tout à le fait. Québécois moyen se trouve à Sherbrooke. On peut dire ça si tu veux. Mais et je le dis avec avec de la sympathie. Et je suis encore là en plus. Et en fait, dire que les gens ne travaillent pas ou sont des fainéants, c'est vraiment une insulte au Québec en fait. Hein, on n'a pas de traité de la paresse au Québec. Alors, je pense que là, c'était un peu dur. Et puis, venant du ministre, donc là, c'était mal parti, en fait, tout à fait. Le débat. Hein. Mais il y a aussi un autre élément qui m'agaçait un peu avec l'utilisation de cette étude, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est qu'on va dire, mettons, sur une période de tant d'années, 10 ans ou 15 ans, les augmentations de salaire ne sont pas traduites par une augmentation de l'offre. Puis là, je me disais, dans quel autre secteur de la société associe-t-on les augmentations de salaire à une augmentation de la productivité? Les augmentations de salaire sont en général dues au fait qu'il y a une augmentation du coût de la vie. Pour moi, il y a une différence entre l'augmentation de salaire et les bonus ou à la performance. Là. Donc, où ça, on voit ça parfois dans l'industrie privée, puis on est toujours scandalisé de savoir qu'un tel a reçu un bonus alors que la compagnie perd de la valeur, mais qu'on augmente le salaire d'un corps professionnel tout simplement parce qu'on s'ajuste au coût de la vie. Est-ce qu'on devrait tout le temps... Il me semble qu'on ne s'attend pas à ça des dans le contexte du système de santé, peut-être, puis de la manière dont les médecins travaillent et sont contraints, mais si on augmente la rémunération d'un acte, on devrait en faire plus, puisque c'est plus incitatif d'en faire. Oui. Donc, si on prend l'ensemble des actes et on augmente le tarif de chaque acte, normalement, on devrait en faire plus, parce que ça devient plus intéressant d'en faire. Mais il y a l'effet revenu. Donc ça, c'est l'effet substitution entre mon temps de loisir et mon temps de travail. Mais il y a l'effet revenu qui vient finalement réduire l'intensité de cet effet-là, ce premier effet de substitution, l'effet revenu, c'est l'effet, plus j'ai un revenu élevé, globalement, moins finalement j'ai besoin de travailler, parce qu'après tout, c'est important le loisir. Donc en fait, l'effet revenu et l'effet substitution peuvent se compenser. Et ce qui a été dit dans l'étude, c'est que comme ils obtenaient des corrélations négatives, ce qu'ont obtenu d'autres chercheurs au Québec, comme Damien Contandriopoulos, il y a quelques années, où il disait, il y a un effet de revenu cible parce que les médecins ont atteint un certain niveau, et donc ils ne veulent plus travailler. Et ça suffit. Cet effet-là, et déjà, c'est pas ce qui est dit dans l'étude HEC, parce que l'étude HEC utilise plutôt le terme effet revenu. Il parle de l'effet revenu cible. C'est comme un cas un peu spécifique lorsque l'effet revenu est très important. Mais ça peut exister d'une certaine manière. On peut l'imaginer chez les chauffeurs de taxi. Hein. À un moment donné, j'ai fait suffisamment de revenus, puis j'arrête de travailler. OK ? En fait, dans la littérature, récemment, on a montré que c'était même pas vrai pour les chauffeurs de taxi. Bon. Ça n'existait pas, cet effet de revenu cible. Donc, en fait, il n'existe sans doute pas cet effet revenu cible. Savoir c'est quoi le revenu satisfaisant à partir duquel j'arrête de travailler, c'est un peu difficile lorsqu'on travaille, justement, lorsqu'on pense faire une tâche et qu'on a une mission. Donc c'est ça, on peut imaginer que dans certains domaines, comme les chauffeurs de taxi, ça existe. Il se trouve qu'il y a un article récent dans une des plus grandes revues américaines qui a démontré que c'était pas vrai. Mais pour les médecins, c'est difficile à croire, selon moi. C'est pas ce que j'estime. Et quand je vois, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis ou même en France récemment, on a augmenté de 10% le tarif de la consultation pour les médecins généralistes, ça a augmenté de 8% le nombre de patients. En fait, on s'attend plutôt à un effet incitatif qui va augmenter légèrement l'activité s'il y a des capacités à l'augmenter. Par exemple, je suis
je suis une entreprise. Si mes revenus sont plus grands, je vais investir, je vais acheter du matériel, etc. Et c'est possible que ce soit aussi le cas pour les médecins, parce que les médecins, ils font des investissements, ils ont des cliniques, donc ils font des choix un peu entrepreneurial. Pas les médecins comme toi, peut-être, qui travaillent à l'hôpital, qui dépendent des capacités de l'hôpital. Tout à fait. Donc là, d'une certaine manière, l'augmentation de la rémunération n'a pas d'effet, puisque tu as un cadre et tu dois faire ton travail dans ce cadre-là, et qui est contraint. Voilà, je pense qu'il y a une diversité aussi d'activités des médecins qui fait qu'on pourrait comprendre que certains médecins augmentent leur capacité de travail lorsqu'ils ont des revenus plus élevés. Okay. Tu me corrigeras, mais ton étude démontre également que les limites structurelles du réseau, surtout quand on parle du réseau hospitalier, c'est beaucoup ce qui limite l'offre de services. Donc... c'est ça. C'est qu'en fait, au Québec, on a 90% à peu près de pratiques principales à l'hôpital. Donc, on est contraint par ce cadre-là hospitalier. Et ce cadre-là hospitalier est beaucoup plus rigide que dans d'autres pays où il y a peut-être des structures beaucoup plus souples, comme des cliniques privées, qui peuvent être remboursées en partie d'ailleurs par l'État. En France, c'est le cas. On peut aller dans des cliniques privées, être remboursé par l'État. Enfin, les parties des soins peuvent être remboursées. Au Québec, c'est tout à l'hôpital. Ça coûte très cher. Si on fait des choix tout autour de l'hôpital, les arbitrages autour de l'hôpital, ça quand même coûte assez cher. Okay. On le voit pour les urgences et tout ça. Là, donc, bref, ce que je dis, c'est que ce cadre-là, qui est quand même assez spécifique au Québec, le cadre hospitalier, crée des contraintes, des rigidités qui n'existent peut-être pas ailleurs. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tout à fait. Tout à fait. Mais l'autre chose aussi que les gens réalisent peut-être peu, c'est le concept que j'appellerais des vases communicants entre... on va parler, par exemple, de l'accès à la médecine spécialisée en chirurgie, puis les listes d'attente en chirurgie. Alors, les cliniciens, parfois, sont conscients du fait que, par exemple, un chirurgien qui va avoir 80 patients sur une liste d'attente ou 100 patients sur une liste d'attente, en orthopédie, c'est vraiment pas exceptionnel. Une trentaine de patients en attente depuis plus d'un an. Puis là, je te dis 100, il y en a, c'est 200, 300, 400. Là. Donc, patients en attente, disons, d'un remplacement prosthétique. Donc, les patients ont déjà 2 ans d'attente pour être opérés. Puis ce patient-là va avoir une liste d'attente de nouveaux patients en clinique externe. C'est sûr que tu vas me dire, ben, c'est pas tous les patients qui ont besoin d'être opérés, mais parfois, le réflexe du clinicien, ça va être de dire, ben, je vais faire moins de cliniques. Là, donc... parce que c'est inutile, je mets ces patients-là sur une liste d'attente. Donc, je viens gonfler ma liste d'attente, puis là, on reçoit une pression de l'hôpital pour opérer plus de patients, puis ça devient... écoute, je l'ai vécu, moi, dans la dernière année, là,
Donc, il y avait comme une volonté hospitalière de diminuer les listes d'attente des patients qui attendent depuis plus d'1 an. Donc, on dit, mais Dr Gagnon, on va te donner plus de priorité opératoire. Ben, c'est parfait. Là, donc, sur une période de 6 à 12 mois, donc, mais rajoute une priorité par semaine, donc, qui ampute une journée de clinique. Alors, on se retrouve 12 mois plus tard, où là, l'hôpital, mais il y a une autre tête, si tu veux, là, de la bête me cogne sur l'épaule ou me tape sur l'épaule, dit t'as 600 patients en attente pour la clinique externe. En fait, c'est ce que je montre un petit peu, c'est que à partir du moment où on observe que le temps travaillé des médecins est quand même relativement constant sur 30 ans, oui. il faut se dire qu'il y a une contrainte, on est saturé. Et puis, ça remet en question d'une certaine manière le fait qu'il pourrait y avoir un désengagement des médecins suite à aux augmentations tarifaires. Ça bouge pas en fait, hein. C'est très stable. Donc à partir de cette saturation, je veux dire, si on est, on a 24 heures dans une journée, un chirurgien travaille je sais pas combien de temps, mais d'une certaine manière il a ses limites et voilà. Quand il fait des choix. C'est des arbitrages, ça peut être imposé par l'extérieur, puis d'une certaine manière, ça ne vient pas diminuer l'accès. Tout à fait. La question de l'arbitrage est importante, parce que là, on devrait prendre l'ensemble du système et dire, voilà, on fait un arbitrage sur les listes d'attente. On veut réduire la liste d'attente. Dans ce cas-là, on met des ressources supplémentaires sur les listes d'attente. On ne demande pas aux chirurgiens d'en faire plus à l'hôpital et moins ailleurs. Mm-hmm. Mais écoute, sans parler trop de politique, mais le politique n'est jamais très loin. Là. On parlait tout à l'heure de la place qu'occupe la santé dans l'espace public québécois. Ben, c'est en raison des pressions politiques, mais notamment, ce qui est beaucoup sur le radar du ministère, ce sont les patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an. Mm-hmm. C'est ça qu'on vise à éviter. Puis, il y a différents systèmes de classification des patients en attente. Là. Dans mon hôpital, disons, si on cote un patient P4, si tu veux, là, ce patient-là va être on appelle ça un électif pur. Là. Lui, c'est la dernière priorité. Donc, lui, il a des chances de se retrouver en attente depuis plus d'1 an. Mais en dessous de ça, on a des patients qui sont P3. Donc, si on demande à l'administration, on aimerait les opérer en bas de 3 mois. Mais ce patient-là, P3, lui, n'est pas sur le radar du ministère. Donc, tu te retrouves finalement avec le ministère qui dit opérer les patients qui attendent depuis plus d'1 an. Alors, on va avoir un patient, je vais te donner un exemple, qui va être en attente depuis 380 jours, disons. Puis là, je vais avoir moi un patient P3 là, que je voulais opérer en dedans de 90 jours. Mais là, lui, il peut être en attente depuis 250 jours. Mais ce deuxième patient-là va être moins prioritaire aux yeux du ministère. Je ne sais pas si tu me suis. Là. Parce qu'il n'attend pas depuis 1 an. Mais ce patient-là est potentiellement plus urgent parce que moi, je l'ai mis P3 initialement. Là. Ça peut être le patient qui a une hernie inguinale, qui s'incarcère 2 fois par semaine. Puis ce patient-là va attendre 250 jours. Puis finalement, il va tomber sur le radar du ministère quand il va atteindre 365 jours. Mais lui, il va déjà être hors délai de plus de 9 mois. Là. Je ne sais pas si ça peut paraître lourd, là, mais juste pour dire à quel point on est géré par le politique. Là. Donc... en fait, vous êtes géré par le politique, mais ça devrait être Santé Québec qui s'en occupe, hein, des priorisations, à partir du moment. Non, mais ce sont des priorités, je veux dire, que ça vienne de Santé Québec ou du ministère, là, je veux dire, c'est quand même. Je pense que pour les arbitrages, il y a une question centrale. Puis moi, je vois qu'il y a un sujet sur les arbitrages là. Ah ouais. C'est plutôt ça que qui fait ma valeur ajoutée, ouais. C'est d'y réfléchir aux arbitrages. Et je me dis, est-ce que c'est le politique qui doit faire ça? Est-ce que c'est les médecins qui doivent faire ça? Est-ce que c'est Santé Québec qui le fait? Alors, si c'est mal fait, comment les médecins réajustent le tir? Si le politique donne des arbitrages qui sont pas possibles à faire, qu'est-ce qui se passe? Exact. En fait, à un moment donné, il faudrait une certaine indépendance dans le choix des arbitrages, puis une certaine objectivité, et qu'on mesure les coûts et qu'on mesure les conséquences. Je te dirais qu'avec la centralisation extrême qu'on a là, on est loin de retrouver une certaine indépendance dans ce système-là. On n'est pas, il me semble que c'était le rôle en tout cas, ce serait le rôle de Santé Québec d'avoir une certaine indépendance pour montrer tous les arbitrages possibles, les conséquences, les coûts, les impacts. Ça serait à Santé Québec de réunir les compétences pour faire ça.
Écoute, il y avait un exercice qui avait été amorcé il y a quelques années, puis je ne pense pas que ça ait abouti, où on voulait, au-delà du fait de simplement cocher là, moins de 12 mois ou moins de 3 mois sur l'enquête opératoire, essayer de mettre en place un système de classification des patients, là, puis que le patient a un genre de score, si tu veux, là, où on dirait, écoute, tu peux être en attente, mettons, s'il y a un risque de perdre un membre ou de choses comme ça, ou si c'est un cancer, puis qu'on arrive avec un pointage. L'objectif étant peut-être éventuellement d'être capable de comparer un patient qui est en attente pour une prothèse de hanche avec un patient qui est en attente pour un remplacement de valve aortique. Puis de dire lequel de ces deux patients-là, finalement, est le plus prioritaire, là, en considérant qu'il y a une limite au niveau de l'offre. Écoute, on est loin de... J'aimerais que tu... On gère le rationnement. On gère la décroissance. Ouais, c'est ça. J'aimerais que... en fait, on en a discuté indirectement depuis le début, mais je trouvais intéressant le concept de marge extensive, marge intensive dans le rapport, là, pour les gens qui liront le rapport, peut-être le préciser un peu. C'est des concepts d'économistes. Alors, la marge extensive, c'est en fait le temps travaillé, si on veut, le nombre de jours, nombre de semaines travaillées dans l'année. Puis la marge intensive, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là. Est-ce qu'on a plus de... c'est quoi le nombre de contacts qu'on a avec les patients? C'est quoi le volume d'actes qu'on fait? C'est quoi aussi la nature de ces actes et de ces contacts? Est-ce qu'ils sont plus ou moins complexes? Donc la marge extensive, on a vu, elle est assez stable. Et donc les ajustements se font surtout sur la marge intensive. Donc ce qu'on observe, c'est cette complexification croissante et cette priorisation finalement des patients les plus complexes et les plus âgés dans le temps au détriment de ceux qui sont un peu moins complexes et plus jeunes. La marge intensive, finalement, on est allé chercher des données qui nous permettent de mieux, selon moi, de mieux la mesurer. C'est les données sur les contacts. Parce que finalement, c'est très homogène. Un contact, c'est un patient qui rencontre un médecin. Et là, on le mesure parce qu'on a une facturation. Et finalement, ce nombre de contacts, c'est une mesure homogène de cette marge intensive. Et donc, on se pose la question pourquoi elle diminue par médecin. Et donc, on utilise un indice de complexité pour montrer que, en fait, c'est que la complexité de cette marge, de ce contact augmente. Ce qu'on disait tout à l'heure. Puis en fait, ce que tu disais tout à l'heure aussi, tu n'aimais pas la formule de dire qu'on n'en a pas pour notre argent. Je trouvais ça très drôle. Mais ce qu'on entend souvent, par contre, c'est de dire que c'est difficile de rentrer dans le système de santé, mais qu'une fois qu'on y est, on est bien traité. Ton étude sera en accord avec ça, d'après, ou tout au moins avec les données. Être bien traité dans le système de santé, ça c'est l'expérience patient, je ne mesure pas. Non, mais ok, oui, tout à fait. Bon, il y a des mesures là-dessus, mais moi je sais pas ce que je fais, donc je peux pas le savoir, je peux pas le mesurer directement. Là, c'est vrai que, mais ça c'est pas dans le rapport. On peut avoir des mesures de continuité, etc. Là, on peut mesurer s'il y a une bonne continuité du suivi des patients. Mais l'expérience patient, à partir du moment où on rentre dans le système, moi, je peux le dire à mon niveau. OK. Mais encore, j'ai pas eu énormément de contact avec le système. Mais heureusement, je touche du bois. Exact. Mais d'une certaine manière, on le mesure pas, ça. On peut juste dire qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont moins d'avantages avec le temps. Et que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont moins prioritaires, qui sont moins priorisées. Faire ce choix-là, ça a quand même des conséquences. Et donc, il faut s'interroger sur cet arbitrage qui est fait par le système. Et c'est au rôle du politique ou de Santé Québec ou d'un organisme indépendant que de montrer les effets de cet arbitrage qui est en termes d'impact, de résultats. Et voilà, on peut le pondérer aussi. On peut dire. Moi, j'avais par exemple une mesure. Ça, c'est dans un autre rapport. J'avais regardé un peu la satisfaction indirectement en regardant un indice d'utilité de la santé des Québécois vis-à-vis de système de santé. En fait, j'observais que cet indice était plus élevé pour des patients plus pauvres au Québec
que si on prenait les mêmes patients plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui généralement ont un peu moins d'accès aux soins parce qu'ils ont moins d'informations ou qui sont dans des régions plus défavorisées, généralement, ces patients-là ont un indice d'utilité de santé plus élevé au Québec que dans les autres provinces. Donc ça veut dire qu'en fait, et c'est l'impression que j'ai au Québec, c'est que l'accès est relativement équitable, en fait. Et, ce qui est une bonne nouvelle. Ça permet de valoriser les soins, le système de santé. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas. Alors, il faudrait regarder la tendance sur le long terme. Oui. Les indicateurs d'équité que je regarde sont relativement stables dans le temps, en fait. Les indicateurs d'accès, etc. Bon, donc il n'y a pas une grande amélioration, mais il n'y a pas non plus de détérioration de ces indicateurs. Donc, on peut supposer que du point de vue de cette, par rapport à la dimension sociale, en fait, de l'accès aux soins, c'est plutôt bon au Québec par rapport aux autres provinces. Est-ce que, je ne pense pas que tu te sois attardé dans ce rapport à cette question-là, mais dans d'autres études, peut-être sur tout ce qui est l'enjeu médico-administratif, parce que ça ressort beaucoup dans les doléances des médecins, la lourdeur des activités administratives, ce qu'on appelle en bon québécois la paperasse. Il y avait certaines études qui démontraient que la quantité de rendez-vous perdus, entre guillemets, parce que les médecins font du papier au lieu de voir des humains. Ça explique les tendances quand même au Québec, mais c'est pareil dans toutes les provinces. Donc en fait, on s'aperçoit que le nombre de contacts par médecin diminue pareil dans toutes les provinces. C'est la même tendance et c'est lié à ça. Enfin, il y a une chose commune, c'est bien ça. C'est l'augmentation de la paperasse et de la bureaucratie. Mais il y a aussi des règles qui sont nécessaires peut-être, puis qui vont avec la complexité des patients. Donc il y a aussi cet aspect complexité qui vient en ligne de compte. Est-ce que c'est pas l'augmentation de la paperasse vient pas avec l'augmentation de la complexité? Il faudrait s'interroger. Écoute, il y a autant d'histoires qu'il y a de médecins, là, mais parfois, tu as des cliniciens qui vont te raconter... moi, j'en ai des histoires, là, des gens qui me racontent, vont dire, écoute, avant, moi, je voyais, mettons, je sais pas, 40 patients par jour, là. Puis là, la clinique, telle place, tel secteur d'activité, puis là, coupure de poste. Ils ont coupé une agente qui faisait telle portion de mon travail médico-administratif. Soit appeler des consultants ou remplir des requêtes. Puis là, cette personne-là est enlevée. Puis depuis ce temps-là, je vois comme 5, 6, 7, 8 patients de moins par jour. C'est difficile à percevoir, ça. Pour un chercheur comme toi, des trucs fins comme ça, tu ne pourras pas l'avoir. Là. Ça te prend un focus group, entre guillemets, je sais pas. On peut faire on peut regarder par exemple pour les omnipraticiens dans les GMF. Okay. Les GMF sont financés selon le nombre de patients, la vulnérabilité des patients. Donc on rajoute des ressources en fonction de ces seuils. Il y a des seuils en fait. Et à chaque seuil, on rajoute des ressources. Donc ce serait intéressant de regarder quand on est autour d'un certain seuil, un petit peu en bas ou un petit peu en haut. C'est quoi l'impact de rajouter des ressources? On pourrait le mesurer avec les GMF. Là, je commence à regarder ça. Bon, c'est une méthode économétrique qui permet de regarder l'impact autour d'un seuil, d'un saut quantitatif. Par exemple, je rajoute des ressources en secrétariat, infirmière, etc. Et là, à ce moment-là, est-ce que j'ai un saut en termes de qualité des soins, mais aussi de quantité? Faudrait regarder, c'est difficile à mesurer peut-être à l'hôpital parce que tout est mis en commun. Il faudrait regarder département par département. Il faudrait avoir des seuils aussi. Pour identifier pour un économètre, il faut soit des seuils, soit une belle expérience naturelle où il y a une réforme qui a touché une partie de la province et pas l'autre partie, ou une partie des établissements, pas l'autre partie. Okay. Ce qu'on a d'ailleurs avec la réforme Barrette en 2015, on a des régions qui sont plus ou moins centralisées. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir que dans les régions plus centralisées, l'accès aux soins primaires a un petit peu diminué. Okay. L'accès aux chirurgies a été favorisé, mais on m'a dit que c'était des chirurgies qui étaient plutôt bénignes. Alors, il faut que je regarde un petit peu dans le détail. Donc, on peut regarder quand même l'effet centralisation en regardant
par région, les régions qui ont été plus centralisées que d'autres. Quand même. Dans le système, voilà, en économétrie, on essaye de chercher ce genre d'expérience naturelle pour mesurer des effets de manière plus fiable. D'accord. Avec la tarification, par exemple, il y a eu des changements de tarification qui n'étaient pas anticipés vraiment en 2013, je pense, pour les spécialistes. Donc là, on peut essayer de mesurer l'impact de la tarification sans prise en compte du ciblage dont je parlais tout à l'heure, qui est plus institutionnel, qui consiste à dire on va cibler des hausses de tarifs pour les actes qui ont tendance à être moins faits, enfin qui sont qui ont en fait un besoin d'être incités. Donc, si on enlève ça, en fait, on a comme quelque chose d'exogène. C'est un changement, mais indépendamment de tout ce qui peut expliquer ce changement. Okay. Ça permet aussi d'aller encore plus dans le sens de mon étude qui montre qu'il n'y a pas d'effet. Il y a très peu d'effets. Mais disons, si je résumais ton étude en quelques mots, tu me corriges, donc on peut dire que dans le temps, là, donc depuis presque 30 ans, les médecins spécialistes travaillent autant qu'avant, voient peut-être moins de malades en raison de la complexité des cas et que les mesures tarifaires ont peu ou pas d'impact globalement sur le comportement professionnel des médecins. Est-ce qu'on pourrait résumer ça, disons, de cette façon-là? Oui. OK. Quand même, j'ai compris. Je dirais pas que les tarifs... Enfin, je veux dire, la rémunération à l'acte, c'est quand même une rémunération qui est incitative. C'est ça. Non, mais disons la modification des tarifs, disons. Puis, disons, si le ministre ou la ministre t'appelait là, ce soir pour dire, Damien, là, est-ce que tu aurais quelque chose à me suggérer, disons, pour améliorer le système? Aurais-tu une réponse claire ou facile? Je pense qu'il faut arrêter. Enfin, faut laisser un peu. Faut mettre un peu de. Comment dire? Il faut aérer le système. Il faut qu'il respire. J'ai l'impression qu'il arrive à un moment où il respire plus beaucoup. Donc, c'est sûr que la question de la décentralisation. Puis, je pense que Santé Québec, c'est un système très centralisé. Tout à fait. Ben oui, c'est incroyable. Mais je pense qu'un de ses objectifs, c'est aussi la décentralisation. Je ne pense pas qu'ils ont en tête de vouloir tout centraliser de A à Z. Ben donc, écoute, je sais pas, écoute, j'aurais des exemples, là, mais je t'en donne deux rapidement. Là, c'est pas Santé Québec, c'était le ministère, mais il y a peut-être 1 an ou 2, notre infirmière de salle à Saint-François-d'Assise, l'infirmière-chef, si tu veux, du secteur de chirurgie, vient me voir, elle dit, Dr Gagné, j'ai une bonne nouvelle. Là. On va finalement avoir le gastroscope pour la salle d'opération. Là. Écoute, ça doit valoir 40 000 $. Là. Puis elle dit, oui, on a eu l'approbation du ministère. Là, j'étais là. Ça a remonté jusqu'au ministère là, pour acheter un appareil à 40 000. Ça, d'après moi, c'est un exemple de centralisation incroyable. Deuxième exemple que j'ai déjà raconté quelques fois. J'ai une collègue avec qui je travaille à l'association pour préparer les congrès. Puis elle travaille avec plusieurs associations. Puis elle me dit, écoutez, Dr Gagné, j'ai loué l'amphithéâtre du CHUM là, pour une activité de formation. Je pense que c'est l'amphithéâtre Pierre Pellado, si je ne m'abuse. Puis elle me dit, écoutez, le contrat a été signé par Santé Québec pour la location d'une salle dans une... Donc, bref, je pense que c'est centralisé. Et... Ça va être long. Mais en fait, ce qui m'inquiète, parce que... En fait, c'est ce que je mets dans l'étude, je montre quand même qu'il y a un problème fondamental, et on l'a vu dans le débat récent, c'est de penser que contrôler toujours plus, ça va permettre de finalement faire fonctionner le système. Hein? Ouais. Parce qu'en fait, le système résiste, alors on veut le contrôler encore plus, on veut lui donner des cibles de performance, etc. Donc on veut le contraindre finalement à produire plus. Puis on voit que ça ne marche pas, parce qu'en fait, le mouvement social des médecins, c'est après tout, bon, c'est sûr que ce n'est pas un mouvement social des ouvriers de l'usine lambda, mais c'est quand même un mouvement social qui a montré que, ben non, on a des contraintes, puis vous ne pouvez pas dire qu'on peut tout faire, parce qu'en fait, on a des contraintes qu'on peut pas relâcher. Alors, contrôler toujours plus, centraliser toujours plus, ça amène à quoi? Ça amène qu'en fait, les incitatifs financiers, ceux sur lesquels on voudrait jouer pour
produire plus, ne fonctionne plus du tout. Tout à fait. Écoute, c'est de la musique à mes oreilles. Mais toi qui es un expert, j'ai parfois l'impression que les gens qui prennent les décisions s'attendent à, disons, une réponse linéaire entre un intrant puis un extrant. Donc, vont mettre en place une mesure en disant « Ah, on va faire ça, puis nécessairement, ça va donner le résultat escompté. » Alors que j'ai l'impression que c'est un système qui est dont les comportements sont parfois imprévisibles à certains égards. Ou parfois, j'ai l'impression que le système de santé, c'est comme un organisme vivant, dans le fond. Là. Il y a des agressions, il s'adapte. C'est pour ça que je sais pas, mais... la première recommandation que je ferais, c'est rendre plus explicites les arbitrages qu'on fait dans le système de santé. Okay. Donc ça c'est faisable à court terme. Je veux dire, on réunit des gens, des économistes, des cliniciens, des gens qui ont travaillé, des gestionnaires, peu importe. On les réunit tous, puis on dit, les arbitrages importants du système de santé, on va les documenter, et puis on va regarder les impacts, les coûts, puis on va montrer les options, puis ça va être très transparent. Okay. D'une certaine manière, ça permettrait déjà de savoir de quoi on parle quand on met... et peut-être les petits arbitrages dont tu parlais, ça semblera pas très important. On n'aura pas besoin forcément de centraliser des petits arbitrages pour ouvrir une salle, avoir un instrument de chirurgie, et que ça, finalement, ça va être laissé aux entités plus basses, on va dire, les établissements. Ça va être à eux de régler ces arbitrages, mais les arbitrages les plus importants, comme la priorité des patients, l'accès aux soins, les files d'attente, les urgences, comment on gère les urgences, ça peut être des arbitrages mieux documentés. Et là, on pourra avoir un débat un peu démocratique là-dessus, d'une certaine manière. À suivre. Écoute, Damien, c'était hyper intéressant. Donc, écoute, tu m'as peut-être déjà fait part de ta baguette magique, mais d'habitude, je conclue avec ça. Donc, puis ça nous permettra d'aller poursuivre la soirée. Là, si tu pouvais changer une chose dans le réseau de la santé, tu y as peut-être déjà répondu, là, donc, au cours des dernières minutes. On pourra enlever toutes les contraintes, sauf les contraintes physiques qui sont forcément qui nécessitent des arbitrages. Okay. Les contraintes bureaucratiques, par exemple, on pourrait vraiment les supprimer. Essayer de voir si c'est possible de rendre la vie plus simple pour produire et pour être efficace. Ça, c'est bon. Et d'une certaine, mais les problèmes de capacité vont demeurer. Mais écoute, tu me corrigeras, mais j'avais la notion que dans un système public comme le nôtre, où finalement on est géré un peu, entre guillemets, par des fonctionnaires, la tendance naturelle de ces systèmes-là, c'est vers l'hypertrophie. Donc, j'avais la notion qu'un dirigeant dans un organisme public, comme peut l'être les réseaux de la santé, ne va jamais mettre en place une réforme qui met en menace sa propre existence. Donc, je donne toujours l'exemple. Parce qu'on voit bien, on voit bien que l'idéologie dominante a été pendant quelques années le fait que c'était le privé qui devait maintenant plus... c'était la logique du privé qui devait s'occuper du secteur public. Ouais. Mais c'est une logique qui a ses limites aussi, puisqu'on voit bien que ça amène à plus de contrôle, finalement. Mais l'exemple que je donnais parfois, c'est que moi, disons, là, je suis responsable d'un secteur à l'hôpital. Là, j'ai un poste cadre. Là, ce serait fort peu probable que j'aille voir le directeur général de l'hôpital pour dire, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi, là, puis écoutez, je ne travaille pas vraiment à temps plein. Là, puis j'ai regardé mon collègue à côté, Damien, là, il ne travaille pas vraiment à temps plein non plus, là, parce qu'il est à côté de moi tous les jours. Puis écoutez, je pense que vous pourriez, comme congédier un de nous deux. Il n'y a personne qui va faire ça. T'es d'accord? Bon, ça c'est la question de savoir c'est quoi le pourcentage de médecins qui en font pas assez. Non, je parle pas des médecins, là. Moi je te parle de l'organisation. Ah, l'organisation, oui, parce qu'il y a 30 000 personnes. Bon, ça je sais pas. Parce que tu parlais d'enlever de la bureaucratie. Moi je pense que c'est impossible. Écoute, c'est un rêve. Si on enlève la bureaucratie, on enlève certaines règles, d'une certaine manière. Puis là, c'est de savoir quelles règles on supprime, qui sont moins importantes, comment... Ça, c'est ouvert, la question est ouverte. Le principal problème, c'est de passer moins de temps
là-dessus, puis plus sur du clinique. Mais Tout à ça, fait. tout le monde le sait. Tout à fait. D'une certaine manière, c'est pas une baguette magique, mais Écoute, à suivre. si on enlevait ça, à mon avis, on pourrait dégager beaucoup de temps dans le système. Et écoute, en conclusion, aurais-tu une rencontre de rêve, disons une personne dans le monde, vivante ou décédée, que tu aurais aimé rencontrer? À part David Bowie, ça serait Gavin Newsom, le gouverneur de l'État de Californie, pour savoir c'est quoi son plan pour remplacer Trump et le Trumpisme. On va faire des démarches. Écoute, mon cher, je te remercie. C'était hyper apprécié. Je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses puis permettre de remettre peut-être beaucoup d'éléments en perspective là, pour les prochains mois, les prochaines années. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.